J'ai poignardé mon meilleur ami dans le dos, littéralement, mais pas avec une lame d'acier, avec une plume trempée dans l'encre de ses propres mensonges. À Paris, sous les lumières jaunâtres des boulevards Haussmann, où les rêves se noient dans la Seine comme des feuilles mortes, j'ai vu ma vie s'effondrer en un clin d'œil. Et ce n'était que le début de ma renaissance sanglante. Elle a un MBA, avait lâché la RH d'une voix mielleuse, en fourrant mes dossiers dans un carton comme on enterre un cadavre. J'avais passé 10 ans à suer sur des tableaux Excel, à lécher les bottes de ces requins en costard 3 pièces. Pourquoi? Pour endosser le scandale qui allait couler l'entreprise. À 3h47 du matin, alors que je titubais vers le métro Châtelet, essuyant mes larmes sur mon écharpe Hermès volée à une ex, quelqu'un a couru derrière moi. Ses pas résonnaient comme un glas sur le pavé mouillé. J'ai accéléré, le cœur battant, imaginant déjà les flics ou pire, mon ex-patron avec son sourire carnassier. Mais c'était lui. Antoine. Mon frère de cœur, mon complice de nuit blanche au bureau. « Attends, Élise !» avait-il crié, essoufflé, sa cravate défaite comme un nœud coulant. Je me suis retourné, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens admirer le spectacle ?» Il s'est approché, les yeux fuyants, et m'a tendu une enveloppe froissée. « C'est pas ce que tu crois. J'ai tout expliqué au DG. C'est un malentendu. » Un malentendu? Le rapport falsifié qui avait fait plonger les actions de 30% en bourse, c'était un malentendu? Les 500 000 € de pots de vin versés à des fournisseurs corrompus sous mon nom, alors que c'était lui qui signait les chèques en cachette? J'ai arraché l'enveloppe, les déchiré sous ses yeux. Des billets de 50 tombaient comme des confettis macabres. Prends-les, Élise. Et disparais. Pour ton bien. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait sursauter un SDF roulé en boule contre un mur. Pour mon bien, Antoine, avec son air de Golden Boy de Sciences Po, son appartement haussmannien à Passy rempli de vin fin et de toiles volées à des galeries d'art, il osait me parler de bien? Nous avions grandi ensemble dans les banlieues grises de Saint-Denis, partageant des rêves de grandeur au milieu des tours HLM. Lui, le fils d'un ouvrier immigré. Moi, la fille d'une professeure divorcée qui recyclait les livres de poche pour payer mes études. Ensemble, nous avions gravi l'échelle sociale, main dans la main, jusqu'à ce qu'il pose le pied sur mon dos pour sauter plus haut. Ce soir-là, de retour dans mon studio minuscule à Belleville, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge bon marché, un Côte-du-Rhône qui goûtait le regret, et j'ai sorti le dossier. Pas le carton de la RH, mais celui que j'avais caché pendant des mois, les preuves. Des emails effacés, mais récupérés via un hacker freelance payé au noir. Des enregistrements vocaux où Antoine riait avec le DG. Élise prendra la chute, elle est parfaite pour ça. Une femme ambitieuse, qui plus est. Les médias adoreront. Parfait. J'étais parfaite pour endosser le rôle de la garce cupide, celle qui avait sacrifié l'éthique pour un MBA et une promotion. Les jours suivants se sont mués en un brouillard de rage. Paris, cette ville des amants et des traîtres, me semblait soudain hostile. Les cafés du Marais bruissaient de ragots sur l'affaire Lux Finance, mon nom placardé sur le monde comme une pute en vitrine. Mes amis, du moins ce que je croyais tels, m'évitaient, leur SMS se réduisant à des « désolés, Élise, polie ». Seule ma mère, depuis son petit appartement à Montreuil, m'appelait chaque soir, sa voix chevrotante. « Ma chérie, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais ne te perds pas dedans. » Trop tard. Maman. J'étais déjà perdu. J'ai commencé par le petit. Un appel anonyme à la concurrence, un concurrent chinois qui lapinait nos deals. Vous savez, Antoine Duval, il a un faible pour les escorts de luxe. Et il paye avec les fonds de l'entreprise. Vrai, en partie. J'avais vu les factures, les nuits où il rentrait puant le parfum bon marché. Le lendemain, un article dans Libération, scandale sexuel au sommet de Lux Finance. Antoine Agnier, bien sûr, avec son charme habituel, interviewé sur BFM avec un air de martyr. Mais les doutes s'insinuaient, comme la pluie fine qui ronge les pierres de Notre-Dame. Puis, le milieu. J'ai contacté un ancien collègue, un geek de l'IT qui me devait une faveur. J'avais couvert ses conneries lors d'un crash serveur. Plante un virus dans son ordi personnel. Rien de méchant, juste assez pour que ses mails privés fuient sur le dark web. Il a hésité, mais l'argent parle. Une semaine plus tard, les photos surgissaient. Antoine avec une ligne de coke sur une table de verre, entouré de prostituées mineures recrutées via des APPS douteuses. Les flics ont débarqué chez lui au petit matin, menottes au poignet, tandis que les caméras de France 2 zoomaient sur son visage blême. Mais ce n'était pas assez. La trahison était plus profonde, un cancer qui rongeait mes os. Antoine n'avait pas seulement volé mon boulot, il avait volé ma vie. 10 ans plus tôt, lors de notre premier stage à Lux Finance, nous avions conçu ensemble un algorithme révolutionnaire pour prédire les krachs boursiers. C'était notre bébé, notre ticket pour la gloire.
Mais il l'avait présenté comme sien au DG, me reléguant au rôle de « assistante zélée ». Et quand l'algo avait foiré, saboté par un bug qu'il avait ignoré pour accélérer le lancement, il m'avait fait porter le chapeau. Élise est brillante, mais impulsive, avait-il plaidé. Résultat, une mise à l'écart, des promotions refusées, et maintenant, cette chute libre. Je passais mes nuits à errer le long de la Seine, fumant des gauloises volées, observant les touristes ignares qui prenaient des selfies devant le Louvre. Paris, ville lumière? Plutôt ville ombre, où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés. Un soir, sous le pont des Arts, j'ai croisé un vieil homme, un ancien flic à la retraite, qui vendait des cadenas d'amour usagés. La vengeance, mademoiselle, c'est comme l'amour. Ça commence par des promesses et finit en chaîne. Il avait raison. Mais je n'avais plus rien à perdre. Le plan se dessinait dans ma tête comme un scénario de film noir français, à la Melville. Étape 1, infiltrer son cercle. Antoine, malgré le scandale, avait rebondi, typique des requins parisiens. Il avait atterri chez un fonds d'investissement à la Défense, avec une prime de bienvenue. J'ai teinté mes cheveux en blond, changé de nom, Élise devenait Claire, une consultante freelance en crise. Via LinkedIn, j'ai postulé pour un audit interne. Ironie du sort, c'est lui qui a validé ma candidature. Le premier dîner d'affaires, dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement, était un chef-d'œuvre de tension. Assis en face de moi, il n'a pas tilté tout de suite. Claire, vous avez un CV impressionnant. MBA de HEC, Hein? Comme mon ex-collègue Élise. Une sacrée garce, celle-là. J'ai souri, sirotant mon Sancerre, mes ongles enfoncés dans ma paume. Les femmes ambitieuses font peur, monsieur Duval. Elles se vengent. La soirée s'est étirée en conversation feutrée sur la finance éthique. Quelle blague! Antoine, éméché, a commencé à se confier. Vous savez, j'ai porté trop de choses sur mes épaules. Des amis qui m'ont trahi, des secrets qui pèsent. Secrets. Le mot a allumé une étincelle en moi. Il y en avait un, le plus noir, sa sœur, Camille, morte d'overdose il y a 5 ans. Officiellement, accident. Mais j'avais vu les messages, les dettes qu'il avait effacées avec l'argent de l'entreprise. Et moi, j'avais gardé le silence, par loyauté. Par amour, même, à l'époque où je le voyais comme un dieu. Racontez-moi, Antoine. Les secrets libèrent. Il a hésité, puis s'est lancé. Camille n'était pas morte par accident. Elle avait été poussée par un dealer à qui il devait de l'argent. Et lui, il avait payé pour étouffer l'affaire, en graissant la patte à des flics véreux. Mon cœur s'est serré. Pas par pitié, mais par une rage nouvelle. Il avait utilisé notre amitié, notre passé commun, pour couvrir ses crimes. Et j'avais failli payer pour ça, quand il m'avait impliqué dans ses magouilles financières pour rembourser le dealer. Le lendemain, j'ai photocopié son carnet d'adresses. Des noms, des numéros, politiciens, banquiers, même un juge de la Cour de cassation. La Toile City Site. Mais Paris n'est pas une ville pour les innocents. Un soir, en rentrant d'un rendez-vous, j'ai senti une présence. Une ombre dans le métro, un regard trop insistant dans le bus 69. Était-ce lui? Ou pire, les sbires qu'il avait engagés pour me faire taire. La tension montait, comme l'air lourd avant un orage d'été sur la capitale. J'ai acheté un spray au poivre illégal sur le marché aux puces de Saint-Ouen, et un couteau de cuisine affûté comme une lame de guillotine. Pas pour tuer, pas encore. Pour me rappeler que j'étais vivante, que la proie pouvait devenir chasseur. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de mensonges et de demi-vérités, où Paris jouait le rôle de décor somptueux pour notre drame personnel. J'avais loué un appartement meublé anonyme dans le 18e, près de Montmartre, avec vue sur les toits en zinc qui scintillaient sous la lune comme des lames prêtes à trancher. Chaque matin, je me réveillais avec le goût amer de la trahison sur la langue, et je consultais mon tableau de Liège. Photo d'Antoine découpée dans les journaux, flèche reliant ses complices, et au centre, une carte de la ville marquée d'épingles rouges, ses habitudes, ses faiblesses. Mon rôle de Claire me collait à la peau comme un costume trop serré. Au bureau de la Défense, un labyrinthe de verre et d'acier où les âmes se vendaient au kilo, j'étais l'intruse parfaite, souriante, compétente, invisible. Antoine me confiait des tâches mineures, flatté par mon admiration feinte. Vous me rappelez Élise, à ses débuts. Brillante, mais imprévisible. Imprévisible? Oh, si seulement il savait. Lors d'une pause café, j'ai glissé dans la conversation, j'ai entendu parler de l'affaire LuxFinance. Triste, pour une femme comme elle. Il a haussé les épaules, un sourire carnassier aux lèvres. Les ambitieuses tombent toujours. C'est la loi de la jungle parisienne. La loi de la jungle. Ça m'a fait rire intérieurement.
Paris n'était pas une jungle. C'était un salon de thé empoisonné, où les couteaux se cachaient derrière des tasses de Darjeeling. J'ai commencé à distiller le poison lentement. D'abord, un rapport falsifié, subtil, juste assez pour semer le doute sur ses prévisions boursières. Les investisseurs ont froncé les sourcils lors d'une réunion pluvieuse à l'hôtel de Crillon, et Antoine a transpiré sous son col amidonné. Claire, vérifiez ça. Il y a une erreur. Erreur? Non, vengeance. Mais les secrets Chonju remontaient à la surface comme des bulles dans un verre de champagne éventé. Une nuit, après une soirée networking au Fouquet's, ces orgies de vanité où les deals se scellent sur des huîtres et du caviar, Antoine m'a raccompagné en taxi. Ivre de Bordeaux et de pouvoir, il s'est effondré contre mon épaule. Camille. Elle méritait pas ça. J'ai tout fait pour la protéger. Protéger? En la laissant crever pour ses dettes? J'ai caressé ses cheveux, feignant la compassion, tandis que mes ongles s'enfonçaient imperceptiblement. Racontez-moi tout, Antoine. Je garde les secrets comme personne. Et il a craqué. Dans le bourdonnement du taxi qui filait le long des Champs-Élysées, il a vomi son âme noire. Camille n'était pas sa sœur innocente. Elle était sa complice, impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent via des galeries d'art fictives. Quand le dealer, un Algérien sans scrupules du 93, avait menacé de tout balancer, Antoine l'avait fait taire. Pas avec de l'argent, mais avec un accident arrangé, une overdose forcée, un corps jeté dans la Marne comme un sac poubelle. Et moi? J'avais été témoin involontaire, lors d'une soirée arrosée où j'avais vu Camille en larmes, suppliant Antoine. Il m'avait juré que c'était une dispute d'amoureux, et j'avais cru, par amour pour lui. Le lendemain, j'ai contacté le dealer. Pas l'original, mort, bien sûr, mais son cousin, un type trapu nommé Karim qui tenait un kebab à Barbès. Payé grassement, il a accepté de témoigner. Anonymement, pour l'instant. Duval. Ce fils de pute a tué ma famille. Pour 50 000, je chante. J'ai négocié à 30 000, volé sur les comptes offshore d'Antoine que j'avais piratés via mon geek. La tension s'intensifiait. Paris, avec ses grèves interminables et ses manifestations enflammées place de la République, semblait refléter mon chaos intérieur. Une fois, en traversant le Pont-Neuf, j'ai cru voir Antoine me suivre. Un fantôme en trench coat, ou juste la paranoïa. J'ai accéléré, le vent fouettant mon visage, et je me suis réfugié dans une librairie d'occasion rue de Rivoli, entouré d'odeurs de papier jauni et de regrets littéraires. Là, feuilletant un vieux Simon, Maigret et la vengeance froide, j'ai tracé la prochaine étape, exposer le meurtre. C'était risqué. Karim n'était pas fiable. Les flics parisiens, corrompus jusqu'à l'os, pourraient tout enterrer. Mais l'idée de voir Antoine menotter, son empire de mensonges s'effondrer comme la tour Montparnasse sous un séisme, valait tous les dangers. J'ai rencontré Karim dans un bar miteux de la Goutte d'Or, l'air chargé d'odeurs d'épices et de haches. Teschur. La meuf. Duval a des amis au placé. J'ai posé l'enveloppe sur la table, lourde de billets. Je suis sûr. Et si tu flanches, c'est toi qui finis dans la Marne. De retour à Montmartre, une lettre anonyme est arrivée. Pas de timbre, juste mon nom écrit à la main. Élise. À l'intérieur, une photo de moi en clair, prise de loin, avec un message « Arrête, ou tu rejoins Camille ». Mon sang s'est glacé. Antoine savait. Ou quelqu'un dans son cercle. La chasse était devenue mutuelle, un tango mortel sur les toits de Paris. J'ai riposté avec finesse. Un email leaké à Mediapart, des preuves numériques du blanchiment, liées au meurtre. Pas assez pour accuser directement, mais suffisant pour que les journalistes flairent le sang. Le titre splash en une, Meurtre et finances, les ombres de la défense. Antoine a paniqué. Je l'ai vu lors d'une conférence de presse, son visage hâve sous les flashs, niant avec ferveur. Calumnies. Élise était jalouse, une femme éconduite. Jealous. A conduite. Le public a ri, mais une graine de doute était plantée. Pourtant, la trahison me rongeait. Pourquoi avais-je protégé ces secrets si longtemps? Par amour, oui, mais aussi par peur. Peur d'être seul dans cette ville impitoyable, où les femmes comme moi finissent broyées par le patriarcat en col blanc. Ma mère m'appelait encore, sa voix un fil ténu. « Reviens à la maison, Élise. » La vengeance ne guérit pas, mais guérir? Je ne voulais pas guérir, je voulais détruire. Le point de non-retour arriva lors d'une soirée gala à l'Opéra Garnier, ces mascarades où les élites se pavanaient en smoking et robe de soirée. Antoine m'avait invité comme consultante, inconscient du piège. Vêtu d'une robe noire moulante, un achat impulsif chez Zara, je me suis glissé parmi les lustres et les murmures. Il dansait avec une rousse siliconée, sa main possessive sur sa taille. Je me suis approché, verre de champagne en main.
Magnifique soirée, Antoine. Comme Camille en aimait. Il s'est figé, son sourire se crispant. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai approché mes lèvres de son oreille, je sais tout. Pour elle. Pour le dealer. Pour moi. Ses yeux se sont écarquillés, la panique brute. Il m'a traîné dans un couloir latéral, orné de portraits austères de compositeurs morts. Élise? Bordel, c'est toi? Claire? J'ai ri doucement. En chair et en os. Prête à danser la dernière valse. Il m'a plaqué contre le mur, sa main sur ma gorge. Tu crois que tu peux me détruire? J'ai tout, les flics, les juges, l'argent. Sa voix était un sifflement venimeux, son souffle chargé d'alcool. J'ai sorti le couteau de mon sac. Petit, discret, mortel. La lame a effleuré sa jugulaire. Essaie, Antoine. Et je hurle. Ton secret meurt avec nous. On s'est regardés, essoufflés, comme deux amants maudits dans un opéra tragique. Puis, il a reculé, les mains levées. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Le poste? Je l'ai fixé, le cœur cognant. Ta chute. Complète. Où je balance tout à la presse. Demain. Il a hoché la tête, brisé. Mais dans ses yeux, j'ai vu l'étincelle, la ruse du renard. La nuit n'était pas finie. La nuit à l'opéra s'est terminée en apothéose de tension, un prélude à l'acte final de notre tragédie commune. Antoine, pâle comme un fantôme sous les dorures baroques, m'avait supplié de le suivre dans sa voiture. Une berline Mercedes noire qui glissait silencieusement vers les quais de Seine. On parle, Élise. Pas ici. J'avais acquiescé, le couteau toujours dans mon sac, prêt à devenir une extension de ma fureur. Paris défilait par la vitre, l'arc de triomphe illuminé, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. Une ville indifférente à nos tourments. On s'est arrêté sous un pont, là où les rats et les souvenirs pourrissaient ensemble. Il a allumé une cigarette, une Marlboro importée, ironie pour un Parigot pur jus, et m'a tendu le paquet. J'ai refusé. Pourquoi, Élise? Pourquoi maintenant? On était amis. Amis? Le mot m'a fait grincer des dents. Ami? Tu m'as vendu, Antoine. Pour ton ego, pour tes dettes, pour cacher tes monstres. Camille. Tu l'as tué. Et moi, j'ai porté ton fardeau. Il a tiré une bouffée, les yeux dans le vague. Camille était déjà morte à l'intérieur. La drogue, les mecs. J'ai essayé de la sauver. Le dealer voulait 200 000. J'avais pas ça. Alors, oui, j'ai arrangé l'overdose. Un mélange dans son verre, un appel anonyme pour les pompiers trop tard. C'était miséricordieux. Miséricordieux? J'ai bondi, le plaquant contre la portière. Miséricordieux? C'était meurtre. Et tu m'as impliqué, en me faisant signer ces faux contrats pour rembourser. Il n'a pas résisté, juste un sourire triste. Tu étais la seule en qui j'avais confiance. Ma sœur de cœur. Confiance. Le mot était un poison. On a parlé des heures, ou peut-être des minutes. Le temps se diluait dans l'humidité du fleuve. Il a avoué tout, les pots de vin à Lux Finance pour financer son appartement, les nuits avec des escorts pour oublier Camille, même une liaison avec la RH qui m'avait emballé mes affaires. Elle était jalouse de toi, de ton MBA, de ton ambition. Je l'ai utilisé. À l'aube, alors que le soleil peignait la tour Eiffel en rose pâle, on a scellé un pacte fragile. Il démissionnerait, me rendrait ma réputation via un témoignage anonyme, et on enterrerait le passé. Pour Camille, avait-il murmuré. J'avais hoché la tête, mais au fond, la rage bouillonnait encore. La vengeance n'est pas un contrat, c'est une addiction. Les jours suivants, Paris s'est mué en un échiquier géant. Antoine a tenu parole, en surface. Un article dans le Figaro, témoignage choc, Élise Moreau innocente dans l'affaire Lux Finance. Ma mère a pleuré au téléphone, fière et inquiète. J'ai retrouvé un job freelance, rédigeant des rapports pour des startups du Sentier. Mais les nuits étaient hantées. Rêve de Camille, son visage livide flottant dans la Marne, me tendant la main. Pourquoi tu l'as laissé faire, Élise? Le twist est arrivé comme un coup de tonnerre. Une semaine après notre pacte, Karim m'a appelé depuis un numéro masqué. La meuf, d'où va la filet? Il s'est barré à Genève avec un nouveau passeport. Et il a balancé ton nom aux flics. Pour le meurtre. Mon monde s'est effondré. Antoine, le traître jusqu'au bout, m'avait piégé. Dans un dernier email effacé mais récupéré, il accusait « Élise savait pour Camille. Elle a fourni la drogue. Jalouse, elle voulait me détruire. » Preuve fabriquée, un faux SMS de mon numéro, des virements tracés vers le dealer. La police a frappé à ma porte à 6 heures du matin,
2 inspecteurs en civil, visage de pierre. Mademoiselle Moreau, vous êtes en garde à vue pour complicité de meurtre. Menotté, traîné au commissariat du 36 quai des Orfèvres, ce bastion maudit des flics parisiens, j'ai vu ma vie défiler. Le MBA inutile, les amis disparus, Paris qui me crachait comme un chewing-gum usé. En cellule, froide et humide comme une crypte, j'ai ri. Antoine avait gagné la bataille, mais pas la guerre. J'avais un atout, l'enregistrement de notre nuit au pont, caché sur un cloud sécurisé. Sa voix, claire comme du cristal, j'ai arrangé l'overdose. Mais le balancer maintenant, ça me coulerait avec lui. La tension était insoutenable, un étau sur ma poitrine. Dehors, la pluie martelait les barreaux, et je me demandais si la vengeance valait l'âme. Libéré sous caution, grâce à un avocat pro bono, un idéaliste du barreau de Paris, j'ai émergé dans la lumière grise de l'île de la Cité. Les médias me hachaient menu, de la finance au crime, la chute d'une ambitieuse. Ma mère, effondrée, m'a supplié de fuir en province. Va à Lyon, ma chérie. Oublie. Oublier? Jamais. J'ai loué une voiture, une Peugeot cabossée, et j'ai roulé vers Genève. La route à travers la Bourgogne, vignoble noyé de brume, était un voyage initiatique vers l'abîme. À chaque péage, je revoyais le visage d'Antoine, son sourire lisse. Il séjournait au Beau Rivage, hôtel des millionnaires, sous un faux nom, Pierre Laurent. J'avais taqué ses réservations. Genève, avec ses eaux calmes et ses banques secrètes, était l'antithèse de Paris, propre, froide, impitoyable. J'ai pris une chambre d'hôte anonyme, payée en cash, et j'ai attendu. 3 jours de filature. Antoine, bronzé artificiellement, dînant avec des Suisses en costume, riant de sa nouvelle vie. Il s'est décomposé, renversant son verre. Élise. Comment? Je me suis assise en face, calme comme la mort. La vengeance voyage vite. Tu m'as trahi une dernière fois. Pourquoi? Il a balbutié. Peur. Tu étais trop proche. J'ai dû te sacrifier. Pour recommencer. Sacrifier. Le mot a allumé le feu. On a marché le long du lac Léman, vent froid fouettant nos visages. Il a proposé un deal final, 500 000 €, et on se sépare. J'ai refusé. Je veux ta confession. Publique. Où je balance l'enregistrement. Il a ri, amer. Et toi avec. Complicité. Vrai. Mais dans un éclair de folie, j'ai sorti le couteau. La lame a brillé sous les réverbères. Alors, finissons-en. Ici. Pour Camille. Il a reculé, trébuchant sur le gravier. Élise. Non. Reflecus. Refletcher? J'ai avancé, le cœur un tambour de guerre. Paris m'avait appris une chose. Les traîtres ne méritent pas la pitié. Le lac Léman, miroir noir sous la lune genevoise, assistait à notre confrontation finale comme un juge silencieux. Antoine, dos vide, suppliait. Élise, on peut encore s'en sortir. Ensemble. Comme avant. Ensemble. L'idée me révulsait. J'ai brandi le couteau, la main tremblante non de peur, mais d'un dégoût viscéral. Avant, quand tu me baisais dans ton bureau pour me faire taire. Quand tu riais de mes ambitions, me reléguant à la potiche. Non, Antoine. C'est fini. Il a tenté de s'enfuir, glissant sur le bord mouillé, mais je l'ai rattrapé par le col. Sa cravate, une Hermès, ironie, s'est tendue comme un garrot. Avo. Pour les caméras que j'ai installées. Bluff. Pas de caméra, mais son imagination paniquée a fait le reste. D'accord. J'ai tué Camille. J'ai falsifié les rapports. J'ai tout saboté pour grimper. Pardonne-moi. Sa voix brisée résonnait sur l'eau, un cri primal. J'ai hésité. Le couteau planait, prêt à plonger. Dans cet instant suspendu, les souvenirs affluaient. Nos rires d'étudiants à la Sorbonne, pique-nique volé au Luxembourg, promesses chuchotées sous les platanes. Était-ce tout mensonge? Ou y avait-il eu un vrai lien, souillé par l'ambition? La lame a effleuré sa peau, un filet de sang perlant comme une larme. Puis, je me suis arrêté. Pas par miséricorde, par calcul. Le tuer? Trop facile, trop biographique. La vraie vengeance, c'était la ruine lente. J'ai reculé, rangeant l'arme. Tu vis. Mais brisé. Demain, tu confesses tout. À la police française. Où l'enregistrement sort. Il a hoché la tête, effondré, et s'est éloigné en titubant vers l'hôtel. J'ai marché des heures, jusqu'au petit matin, le froid suintant dans mes os. Genève me semblait une prison dorée. Je voulais rentrer à Paris, affronter le chaos. De retour en France, via un train de nuit bondé d'étudiants et de regrets, j'ai vu les nouvelles éclater sur mon téléphone.
Antoine Duval se constitue prisonnier. Confessions explosives dans l'affaire Camille. Il avait tenu parole, ou plutôt, la peur l'avait poussé. Les détails suintaient dans les médias. Meurtre, blanchiment, corruption. Le Monde titrait « Le Golden Boy de la finance, un monstre ». Les commentateurs s'enflammaient, divisés. Certains le plaignaient, victime d'une sœur toxique. D'autres acclamaient la justice, enfin, un coupable en col blanc. Mais moi, j'étais au centre du tourbillon. La police m'a convoqué, pas comme suspecte, mais comme témoin clé. L'inspecteur, un vieux briscard nommé Leclerc avec une moustache à la Maigret, m'a fixé dans son bureau en fumée. « Mademoiselle Moreau, vous saviez pour le meurtre. Pourquoi avoir attendu ?» J'ai souri, sereine. Peur, inspecteur. Comme tout le monde à Paris. Il a grogné, mais les preuves, l'enregistrement anonyme que j'avais leaké, scellaient le dossier. Antoine, inculpé pour homicide volontaire, croupissait à Fresnes, son empire en cendres. La société se déchaînait. Sur Twitter, ou X, comme on dit maintenant, les débats rageaient. Justice pour Camille contre Antoine innocent. Des féministes me portaient au nu comme une vengeresse. Des conservateurs me traitaient de manipulatrice, une MBA qui joue les victimes. Ma mère, dans un café de Montreuil, m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, mais à quel prix? Le prix? Mon âme, peut-être. Les nuits blanches, les amis perdus, et ce vide au creux de l'estomac. Pourtant, un semblant de normalité revenait. Lux Finance m'avait contacté, ironie, pour un poste de consultante éthique. J'avais ri au téléphone. Dites à votre DG que je préfère les startups honnêtes. J'en ai lancé une, à Bastille. Un fonds pour victimes de harcèlement financier, financé par les dommages que j'ai extorqués à Antoine via les avocats. Paris, enfin, me semblait respirable. Marché aux puces du week-end, verre de pastis avec de vrais amis, balade solitaire au Père-Lachaise, où j'ai déposé une rose sur la tombe de Camille, anonyme, mais sentie. Mais la tension n'avait pas disparu. Des lettres anonymes arrivaient, Duval avait des amis. Attention. Un soir, en rentrant d'une réunion, une voiture noire m'a frôlé rue Oberkampf, phares aveuglants. Paranoia. Ou réalité. J'ai augmenté la sécurité, installé des caméras, mais le doute rongeait. Antoine, depuis sa cellule, m'avait-il pardonné? Ou juré ma perte? Le chaos trao est survenu lors d'un procès public à la cour d'assises de Paris, un cirque médiatique sous les dorures de l'île de la Cité. Antoine, amaigri en costume gris, m'a regardé depuis le banc des accusés. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient des puits de haine. Elise Moreau, ma soi di Sant'Amie, M.A. Piégé. Elle voulait ma place, mon argent, ma vie. Le public a murmuré, divisé. Certains hochaient la tête, la femme ambitieuse, encore coupable, d'autres ricanaient, le misogyne en panique. J'ai témoigné, voix ferme, il m'a trahi. M'a fait endosser ses crimes. Pour Camille, pour la justice. Les preuves ont déferlé, enregistrements, emails, virements. Le procureur, une femme assez renommée Duval, coïncidence cruelle, a cloué le cercueil. Monsieur Duval, votre trahison est un poison pour la République. Le jury a délibéré 2 jours, Paris en suspens comme avant une grève nationale. Verdict. Coupable. 15 ans ferme. Antoine s'est effondré, hurlant « Élise, tu paieras ». Les gardes l'ont traîné, et dehors, une foule mixte, applaudissements, huées. J'ai traversé la Seine, le cœur battant, sentant les yeux sur moi. Vengeance accomplie. Au début d'une nouvelle chasse. Ce soir-là, seul dans mon appartement avec vue sur la Bastille, j'ai ouvert une bouteille de champagne, du vrai. Cette fois, un veuve Clicquot volé à la vie d'Antoine. Le bulle pétillait, mais mon triomphe était amer. J'avais gagné, mais à quel coût? Les secrets chonjus, les miens, maintenant, pesaient comme des chaînes. Les mois post-procès ont été un étrange mélange de catharsis et de vide, comme si Paris, après avoir craché son venin, me rendait un sourire forcé. Mon fonds anticorruption décollait, dont afflux de bobos repentis du Marais, articles élogieux dans l'Obs. Élise Moreau, la justicière des cols blancs. Justiciar. Plutôt survivante, marquée par les cicatrices invisibles de la trahison. Ma mère, fière, m'offrait des gâteaux faits maison lors de dimanche à Montreuil, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Et si ça recommence, ma fille? Antoine, de Fresnes, m'envoyait des lettres. Pas de menaces, au début, des supplications. Elise, pardon. J'étais perdu. Reviens me voir. J'ai brûlé les enveloppes, une à une, dans l'évier de ma cuisine, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Mais la dernière, arrivée par un matin pluvieux de novembre, contenait le twist final.
Une photo de nous deux, jeunes, riant au jardin des Tuileries, avec un mot « J'ai un secret plus grand. Sur toi. Viens, ou tout sort. » Mon sang s'est figé. Sur moi, j'ai roulé jusqu'à la prison, essuyant la bruine normande sur la 13, le cœur un point serré. Fresnes, ce monstre de béton gris, puait la défaite et les regrets. Dans la salle des visites, séparé par une vitre épaisse, Antoine m'attendait, rasé de près, un sourire rusé aux lèvres. Tu es sveglio. Bien. J'ai décroché le téléphone, voix glaciale. Parle. Ou je raccroche. Il a penché la tête, comme un serpent prêt à mordre. Tu te souviens de l'accident de ton père? Il y a 15 ans, sur la 6. Freen Sabos. Officiellement, ivresse au volant. Mon père, mort dans un crash banal, me laissant seul avec maman et nos factures. J'ai pâli. Qu'est-ce que? Hilaridusment. C'était moi. Pas pour te nuire, pour ton bien. Ton père buvait, battait ta mère. J'ai payé un mécano pour les freins. Un service d'amis. Mais si je tombe seul, je balance. Complicité morale. Elise. Tu savais, au fond. Mensonge? Vérité? Les souvenirs affluaient. Papa, ouvrier alcoolique, ses poings sur maman. Moi, adolescente, suppliant Antoine de nous aider. Il avait promis, et le lendemain. L'accident. J'avais chassé les doutes, par déni. Maintenant, ça explosait. J'étais complice, indirectement, d'un meurtre. La vengeance bouclait sa boucle cruelle, me rendant traîtresse à mon tour. J'ai quitté la prison, à garde, roulant à travers la banlieue ouest comme une folle. Paris m'accueillait avec ses klaxons et ses néons, mais tout semblait faux. Étais-je meilleur qu'Antoine? Ou juste un miroir brisé de sa noirceur? Le soir, chez moi, j'ai écouté l'enregistrement, le sien, pas le mien. Il avait tout confessé, le sabotage, pour protéger ma famille. Preuve irréfutable. La décision a été un supplice. Balancer? Me détruire avec lui? Ou pactiser? Une dernière fois? J'ai choisi le chaos. Une nuit, j'ai leaké l'enregistrement à un journaliste de Mediapart, anonyme. Titre, Nouveau rebondissement, Duval avoue un meurtre familial. Le scandale a éclaté, plus grand que l'affaire Camille. Antoine, réincarcéré pour enquête supplémentaire, m'a maudite dans une interview télévisée, Élise m'a piégé. Une sorcière. Le public s'est déchiré comme jamais. Forum en feu, elle est héroïne, exposant la pourriture, vs manipulatrice, pire que lui, une femme qui vend son père. Débat télévisé sur France Inter, intellectuel s'écharpant sur l'éthique de la vengeance. Ma mère, apprenant la vérité sur papa, s'est effondrée. Était-ce vrai, Élise? J.I. menti. Non, maman. Juste un mensonge de plus. Pourtant, au fond, le doute persistait. Était-ce justice ou folie? Mon fond a explosé en popularité, mais j'ai démissionné, las des spotlights. J'ai fui vers le sud, un village provençal au champ de lavande, louant une masse isolée. Là, sous le soleil impitoyable, j'écrivais, pas des rapports, mais un journal, exorcisme de mes démons. Antoine, condamné à perpétuité après un nouveau procès, un théâtre d'absurde où les avocats se déchiraient comme des corbeaux. Il m'a écrit une dernière fois, « Tu as gagné. » Mais à quel prix? Je n'ai pas répondu. Au lieu, j'ai brûlé la lettre, et avec elle, les restes de notre passé. Paris? Je l'ai quittée, mais elle me tente. Ces rues pavées de trahison, ces lumières masquant les ombres. La vengeance m'a libéré, ou enchaîné. Le lecteur décidera. Moi, je vis, entaillé mes entières, dans un monde où les MBA ne valent rien face à l'âme blessée.